Je me trouve place Félix-Faure, à Lillebonne. Je précise, pour ceux qui seraient un peu endormis, je ne suis pas au Portugal. Je n'ai pas dit Lisbonne, j'ai dit Lillebonne. Petite commune, petit bourg situé à une trentaine de kilomètres à l'est du Havre. Pourtant, la modeste Lillebonne a toutes les chances d'être aussi ancienne que la grande Lisbonne, voire peut-être davantage. Elle était peuplée en effet par les Gaulois, qu'on appelait localement des Calettes. Vous n'ignorez pas que la Gaule a été conquise en 52 avant Jésus-Christ par Jules César. La Gaule a été intégrée à l'Empire romain et au 1er siècle après Jésus-Christ, cet endroit a été baptisé Julio Bona en hommage justement Julio à Jules César. Au temps des Romains, Lillebonne était au bord de la Seine. La Seine se trouvait un peu plus au nord et il y avait ici le golfe de la Bolbec. Cependant, au fil du temps, les alluvions ont comblé ce golfe et la Seine s'est déplacée vers le sud. Lillebonne n'est donc plus sur la Seine. Cela n'a pas empêché la ville de prospérer à la fin du XIXe siècle grâce aux industries textiles. Toute la zone qui s'étend de Bolbec, ville, au nord de Lillebonne jusqu'ici, était donc une vallée prospère que l'on appelait la vallée d'or. Face au musée Julio Bona, sur la place Félix-Faure, vous pouvez voir l'amphithéâtre romain. Cet amphithéâtre que nous allons visiter est le plus grand conservé dans la France du Nord. J'allais dire la Gaule du Nord. Je vous ai dit que les Gaulois du coin s'appelaient les Calettes, mais je ne vous ai pas dit que le terme Calette est à l'origine en fait du terme du pays de Caux, du plateau cauchois, qui s'étend grosso modo dans un triangle entre Le Havre, Rouen et Dieppe, approximativement. Dès que les Romains ont fondé le camp militaire de Julio Bona, au 1er siècle, les plans de l'amphithéâtre existaient déjà. Sur ce panneau pédagogique, on peut voir le territoire des Calettes, donc au pays de Caux et sur la côte d'Albâtre, tandis que les Véliocas s'étendaient sur le Vexin normand. Et il y avait aussi les Aulerques et les Éburovices. Éburovices, cela évoque Évreux. Si l'amphithéâtre a été construit au 1er siècle après Jésus-Christ, il a été agrandi aux 2 siècles suivants, 2e et 3e siècle. L'amphithéâtre, nous le voyons mal pour l'instant, était de forme elliptique et pouvait accueillir environ 10 000 spectateurs. Ces édifices construits par les Romains servaient en effet à des spectacles. Et je m'aperçois que c'est abusivement que je vous ai parlé d'amphithéâtre pour Lillebonne. En effet, il faut faire une distinction. L'amphithéâtre est ovale, tandis que le théâtre est semi-circulaire, en demi-cercle, comme ici. Donc je me reprends, à Lillebonne, ce n'est pas un amphithéâtre, c'est un théâtre. Il y avait en effet dans l'Empire romain 4 sortes de constructions antiques pour les spectacles. Il y avait les cirques. C'est-à-dire qu'il comportait une piste pour les courses de chars. Il y avait donc deuxièmement les théâtres comme celui-ci, elliptiques, les amphithéâtres circulaires,
Et il y avait enfin, quatrièmement, les odéons qui étaient couverts. Ils abritaient notamment des spectacles de concerts, par exemple, ou des réunions politiques. À Nîmes, les arènes sont un amphithéâtre, parce qu'elles sont circulaires, complètement circulaires. Si vous voulez voir les arènes de Nîmes, vous pouvez les voir dans un de mes films YouTube. Et voici ici un autre théâtre que celui de Lillebonne. Nous sommes ici en Bulgarie, à Plovdiv. Il faut savoir d'ailleurs que cette belle construction antique a été mise à jour lors de fouilles très très récentes. Je crois que c'est en 1971, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas c'est merveilleux. Je suis allé à Plovdiv en Bulgarie et vous pouvez voir également cette construction sur ma chaîne YouTube. Parmi les spectacles qu'on pouvait voir ici, des exhibitions d'animaux savants, des combats de gladiateurs gaulois, bien évidemment, des scènes de la mythologie, ou également de la chasse au petit gibier. Là-bas, le clocher de l'église Notre-Dame. Déjà des roses dès le mois d'avril. On suppose que les coulisses du théâtre se trouvaient sous la place Félix-Faure. Je ne pensais pas que c'était aussi majestueux. Les 8870 Lillebonnais peuvent être fiers de leur patrimoine. Un véritable tapis de pâquerettes. Je dois vous faire une confidence, j'habite Le Havre depuis 1995 et je n'avais jamais visité Lillebonne, jamais vu ce théâtre romain. Et je peux vous dire que je suis carrément épaté. Les spectacles étaient parrainés par des mécènes qui montaient dans les tribunes avec les magistrats pour assister au spectacle. Quand on entrait, on pénétrait dans une galerie circulaire, la Corona. Rien à voir avec une publicité pour quelque breuvage que ce soit. De la Corona, on empruntait des vomitoriums, sorte de passages secondaires pour gagner les gradins. Je songe à cette confusion que j'ai faite entre amphithéâtre et théâtre, mais c'est vrai qu'il y a le théâtre antique d'Orange qui est bien semi-circulaire. Vous aurez la gentillesse de me pardonner cette confusion. Ce qui est bien triste, c'est qu'au Moyen-Âge, eh bien, ce théâtre a servi de carrière. On a utilisé les blocs
pour d'autres constructions. On a oublié le passé antique de Lillebonne à l'époque. C'est en 1764 qu'on s'est aperçu qu'il y avait eu ici un ouvrage des Romains. Mais en 1792, l'endroit a été vendu comme bien national et il fallut attendre 1818 pour que le département de la Seine-Inférieure, ancien nom de la Seine-Maritime, récupère l'endroit. Il y eut ensuite des restaurations et des fouilles jusque dans les années 1970, mais ce n'est qu'à partir de 2007 que l'endroit a été pris en charge plus sérieusement. Et il le mérite. Beau quartier, jolie maison autour du théâtre. L'endroit est un enchantement au printemps. Descendons. J'espère qu'il n'y a pas des tigres qui m'attendent. Je songe à feu mon père qui aimait bien dans les champs avec son canif couper les feuilles de pissenlit pour se faire des salades. Il aurait été ravi ici. Quand je pense que le guide Michelin n'attribue même pas une étoile à cet endroit, ça me la coupe. Le sud de la France possède beaucoup plus de vestiges antiques. Je songe bien évidemment aux arènes d'Arles, aux arènes de Nîmes, au pont du Gard, au théâtre de Lyon, au théâtre d'Orange, et à Vaison-la-Romaine également. Et j'en oublie certainement. Il y a Saintes aussi. Ici étaient les gradins autrefois. Les spectacles étaient de différentes natures et avaient lieu aussi bien le matin, le midi ou dans l'après-midi. Le matin, c'était les venaciones, c'est-à-dire les chasses. On lâchait des animaux et donc on essayait de les tuer. Il y avait des animaux communs, cerfs, chevreuils, sangliers, taureaux, mais également des animaux exotiques. Rhinocéros, girafes, panthères, lions. Le midi, c'était les ludi meridiani. C'étaient des sortes de petits divertissements avec des acteurs déguisés. Et entre chaque petit spectacle, il pouvait y avoir des exécutions de condamnés. Il fallait bien varier les plaisirs pour le bon peuple. L'après-midi, il y avait Munera, c'est-à-dire les combats de gladiateurs. Allons voir ces panneaux pédagogiques là-bas.
La découverte des ruines a permis aux spécialistes d'explorer la manière dont justement les Romains construisaient leurs monuments. Sur cette stèle funéraire, nous voyons quelques outils utilisés par les architectes de l'époque. Sur ce plan, la lutèce romaine. Manifestement, elle se trouvait sur la rive gauche. Je l'ignorais. Je suppose que la rivière que l'on voit se jeter dans la Seine doit être la Bièvre. C'est normal que Lutèce se trouvait au sud, n'y a-t-il pas le quartier latin? Et aussi les arènes de Lutèce, que l'on voit toujours de nos jours. Voici la construction telle qu'elle était autrefois, et ici on peut voir les bases des colonnes. Sur cette photo de 1861, le théâtre antique d'Orange, dans le Vaucluse. Sur cette autre, nous sommes à Rome, et voici le théâtre de Marcellus. Un plan général du théâtre de Lillebonne. Encore le théâtre d'Orange, et ici on se transporte en Tunisie pour voir une mosaïque où l'on voit des Romains en train de faire de la construction. Musée du Bardo. Les thermes de Cluny. Toutes ces techniques intéresseront surtout les spécialistes. Je vous incite à venir en foule examiner tout cela à Lillebonne. L'architecte archéologue Jean-Claude Golvin a dessiné le théâtre de Lillebonne tel qu'il devait être dans les temps antiques. Je n'ai pas du tout l'impression d'être en Normandie. Si nous avons vu tout à l'heure des éléments de la base des colonnes, voici un chapiteau, c'est-à-dire un élément du haut des colonnes. Voilà où sont placés les chapiteaux. Sûrement des clous que les Romains allaient acheter chez Bricoramus. Et voici les ruines romaines que l'on peut voir à Saint-Rémy-de-Provence ou sur ma chaîne YouTube. On peut voir des trous à intervalles réguliers dans les murs. C'était en fait pour disposer les éléments de bois qui permettaient un échafaudage pour élever les murs en fait. Pas de panneau particulier pour expliquer la destination, l'utilité de ces structures. Là, on voit encore plus de trous, donc je vous ai dit, pour permettre les échafaudages pour construire les éléments du mur. Remontons. Il y a bien d'autres merveilles à voir à Lillebonne. En route pour l'église Notre-Dame. Si j'ai le temps, on finira par le musée.
La ville a parsemé des poteaux pédagogiques, mais il est difficile de trouver un plan pour le tracer. Une belle maison de la vieille France. Les maisons sont plutôt soignées. Rue du Toupin, d'où l'on voit une extrémité de l'amphithéâtre. Empruntons la rue Gambetta pour voir l'église Notre-Dame. Nous allons aboutir sur la place Sadi Carnot, qui est l'un des deux présidents de la République française à avoir été assassiné, l'autre étant Paul Doumer. L'église Notre-Dame du XVIe siècle nous apparaît avec son beau clocher. Un magnolia à l'angle, mais il est défleuri. J'aurais aimé m'appeler Sadi, pas vous? En tout cas, sur cette place Sadi Carnot, il y a de belles maisons. Des fouilles ont été effectuées et ont produit des résultats. C'est à cet endroit que se trouvait le forum de Lillebonne, qui a été détruit par un incendie dans la seconde moitié du IIIe siècle après Jésus-Christ. Après la destruction du forum au Moyen Âge, certains éléments ont été récupérés pour construire tel ou tel monument. Allons voir l'église Notre-Dame. Eh oui, le temps passe et balaie les traces des activités humaines. L'entrée de l'église Notre-Dame, qui date du XVIe siècle, comporte deux vantaux séparés par un pilier central. Au trumeau, une Vierge à l'enfant. Entrons. On a l'impression que c'est fermé, mais c'est bien ouvert. Intérieur de l'église Notre-Dame de Lillebonne. Où l'on remarque ces fameuses voûtes en bois, comme souvent en Normandie. Il y a des ex-voto. Donc si je deviens aphone, je sais à qui m'adresser. Dans le chœur, les stalles viennent de l'abbaye du Valas.
La chapelle à gauche du chœur. Beaux vitraux du XIXe siècle. Saint-Louis. Bas côté gauche. Les fenêtres hautes comportent également de très intéressants, de très gracieux vitraux. À droite du chœur, une belle chapelle gothique. C'est du gothique tardif, puisque l'église, je le rappelle, date du XVIe siècle. Nombreux ex-voto pour Saint-Joseph. Il est donc permis de penser que le vitrail au-dessus est celui de la mort de Saint-Joseph, père de Jésus-Christ, père adoptif. Bas côté droit. Les habitants de Lillebonne, morts pendant la Première Guerre mondiale, et ceux morts pendant la Seconde. La résurrection. Les vitraux au-dessus du chœur. Voilà un ingrédient auquel on ne dirait pas non. Un peu de maçonnerie. Ce vitrail est tout moderne, il date de 1929. Je ne sais pas de quel édifice religieux il est question ici. Au-dessus de Sainte-Thérèse de Lisieux, le couronnement de Charles VII. À Reims, on voit Jeanne d'Arc à droite. Finalement, c'est la statue de Jeanne d'Arc qui aurait dû être placée à la place de Sainte-Thérèse. Baptême de Jésus. Chouette petite visite. Le flanc est. Je voulais voir le chevet par ce petit passage, mais ça ne donne pas grand-chose, si ce n'est que cela confirme que c'est du gothique flamboyant.
Revenus en façade, prenons la place du général de Gaulle, ici. Lui aussi, comme Sadi Carnot, aurait pu être assassiné avec l'attentat du Petit Clamart, où l'on voit la nef en zigzag. Dirigeons-nous vers la mairie de Lillebonne, que j'aperçois là-bas, où l'on voit que Lillebonne est nichée dans un beau cadre de verdure. S'il vous plaît. Belle petite maison, mais ce n'est pas trop fleuri quand même. C'est la saison du Crataegus oxyacantha, l'aubépine. Cette belle demeure est parée d'une glycine blanche du plus bel effet. Tout est propre comme aux Pays-Bas. On trouve ici des plantes aussi peu communes que ces encolilles. Un arbre de Judée fleurit à côté du hideux bâtiment de la mairie. Mais ce n'est pas le béton triomphant qui m'attire ici, ce sont les jardins de l'hôtel de ville. Ces escaliers m'ont toujours fait penser à la biologie moléculaire. Ça ne doit pas être par là qu'on accède au jardin, il y a sûrement une autre entrée. Cherchons. Un pavot d'Islande de toute beauté. Allons voir de l'autre côté, nous verrons la mairie sous tous ses angles. Est-ce par ici? Voici les modestes jardins de l'hôtel de ville, modestes mais reposants. On y a une vue somptueuse sur l'entrée de l'hôtel de ville. Quelques euphorbes. Là aussi sont effectuées des fouilles archéologiques. Dans cette direction, nous devrions trouver le parc des Aulnes.
Encore des encolilles. Revenons de ce côté. L'ennui de Lillebonne, c'est qu'il n'y a pas de circuit découverte tracé disponible. Il y en a peut-être à l'office de tourisme, mais il est fermé le dimanche et ouvert en semaine quand les gens travaillent. Il y a beaucoup de maisonnettes où les joints des briques sont bien faits. Renseignement pris, le parc des Aulnes est à 500 mètres. Un vrai amoureux de pensée. Il y a des champs de tulipes en Hollande, et puis ici c'est un champ de pensée, mais ça ne se visite pas. On le voit quand même. 9 hectares pour le parc des Aulnes où j'arrive. Il comporte des tables de pique-nique et également des installations sportives, des points d'observation des tourbières, un étang. Et je précise même un étang de pêche. Sur ma brochure, les étangs sont au pluriel. Car j'ai réussi tout de même chez moi à télécharger une balade un petit peu imprécise. Ça m'aide quand même un peu. Quand je vous parlais de pêche, Et regarde 3 km. Le 9e, je suis en. ces canards ont vu que j'allais les filmer. Ils se prennent déjà pour des vedettes. Oh, t'as loupé, il a fait faire une carte. Merde, viens me dépêcher. Il y a 10%, j'ai regardé, je vais le faire. Je pourrais naturellement explorer plus en détail le parc des Aulnes, mais il existe encore des curiosités dans Lillebonne que je voudrais voir. Alors je reviens vers l'hôtel de ville. Je pense au roman Le Roi des Aulnes du prix Goncourt, Michel Tournier. C'est une zone pavillonnaire, mais une zone pavillonnaire toute pimpante sous le soleil du printemps.
Direction l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville, nous tournerons dans la rue Edmond-Pigoreau. Il y a une sélection de belles randonnées autour de Lillebonne. Une belle petite maison bleue, comme dans un conte de fées. Ça me fait penser à l'église bleue de Bratislava. Avez-vous déjà vu cette église en Slovaquie? Eh bien, regardez sur Internet, c'est tout à fait curieux. Nous arrivons en vue de la mairie, dont je reconnais le toit gracieux là-bas. Me voici revenu à proximité de l'hôtel de ville et donc je tourne sur la gauche. Il s'agit de voir dans cette rue Edmond-Pigoreau les vestiges des thermes. À l'angle de la rue Ernest Caron, un petit jardinet, avec son charme printanier. C'est à l'emplacement de ce petit jardinet apparemment que se trouvaient les thermes gallo-romains. Fin du IIe siècle, début du IIIe. La rue de l'Étang nous amène à la rivière. De l'autre côté de la rue de l'Étang, il y a un magnifique Gunera. Empruntons cette direction. Rue du docteur Rosenberg, mais je vois là une petite sente imprévue, et j'aime bien l'imprévu. Là-bas, une usine qui témoigne du passé industriel de la vallée d'Or. Ce petit chemin aboutit à des habitations et à une impasse. J'en suis quitte pour emprunter la rue du docteur Rosenberg. Ce faubourg s'appelle la Côte Blanche, allusion au calcaire de la région. Sur la droite, la rue Césarine. Nous sommes sur les arrières du château de Lillebonne, où le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, réunit ses barons en 1066 avant d'embarquer à Dives-sur-Mer pour la conquête de l'Angleterre. Lillebonne antique, Lillebonne médiévale, il y a décidément beaucoup de curiosités ici. Sans compter bien sûr le somptueux hôtel de ville.
Un endroit très tranquille. Le château est privé, il ne se visite pas. Nous pourrions certes descendre par ici, mais si j'emprunte ce passage, nous allons pouvoir accéder au parc du château, dont l'entrée est libre. Il s'agit du jardin Jean Rostand. Le petit plan que j'ai téléchargé indique jardin Edmond Rostand. Ne confondons pas. Un jardin public qui est assez peu fréquenté. Une ruine moyenâgeuse. C'est un concours de beauté entre le photinia et l'arbre de Judée. Un vrai concours de beauté. Regardez cet arbre, ce qu'il est beau. Pas en bas, non, mais regardez le haut. Je suis carrément époustouflé par la beauté de Lillebonne. Il aura fallu que j'atteigne quasiment l'âge de 60 balais, et donc l'âge de monter une entreprise de nettoyage, pour découvrir la splendeur de ce petit bourg alors que je suis né à Rouen et que je vis au Havre. Je suis couvert de honte de ne pas l'avoir fait avant. Encore un beau bouquet de forbes.
À cet emplacement, on a trouvé une fontaine gallo-romaine. La statue aurait besoin d'être remplacée. Manifestement, le parc Jean Rostand est le lieu de départ d'une randonnée autour de Lillebonne. Mais c'est une randonnée vélo entre Lillebonne et Caudebec-en-Caux. La fontaine gallo-romaine retrouvée dont je vous ai parlé est la fontaine du Nymphée. Ressortons du parc Jean Rostand. Les rhododendrons commencent leur floraison. Ça n'est vraiment que le début. Si vous aimez les rhododendrons fleuris, je vous engage à voir le parc floral du Bois des Moutiers à Varangeville-sur-Mer, près de Dieppe, ou également le domaine du Grand Daubeuf à côté de Fécamp. Il y a également le château de Nacqueville, près de Cherbourg en Cotentin, qui est réputé pour cela. Et voici qui boucle ma boucle. Dans ma vie, j'aurais donc vu Lisbonne et Lillebonne. Et même si on ne joue pas dans la même cour, je vous rappelle que Lillebonne a été capitale un jour, capitale du pays des Calettes. Et puis, franchement, avec ce que vous avez vu, pensez-vous que Lillebonne est à rougir de son patrimoine? Moi, je suis bluffé. Mon périple s'achève devant le musée gallo-romain Giulio Bona. Tiens, il abrite l'office de tourisme, c'est donc ouvert en fin de compte. J'ai médit. Je visiterai le musée une autre fois. C'est plutôt en hiver, en fait, que je préfère visiter les intérieurs. Alors là, j'ai vraiment médit d'avoir dit que l'office de tourisme était fermé le dimanche. Je vais tourner 7 fois ma langue dans ma bouche. En plus, la gentille dame m'a donné un plan avec 3 circuits. Eh bien, ce sera l'occasion de faire un autre film. En attendant, bien chaleureusement, je vous dis à une prochaine fois, ici ou là.